Dans cet exercice, un Central 2 PC 2019, on s'intéresse à la décomposition QR d'une matrice de Mn2R, de GLN2R, plutôt une matrice inversible. C'est quoi une décomposition? Qu'est-ce que c'est qu'une décomposition QR? C'est l'écriture d'une matrice inversible A sous la forme d'une matrice orthogonale fois une matrice triangulaire supérieure à coefficients diagonaux strictement positifs. Donc dans une première question, on considère une famille libre de Rn, une base orthonormée B, on veut démontrer qu'il existe une base orthonormée B telle que la matrice dans B de x1 xn soit triangulaire supérieure avec des coefficients diagonaux strictement positifs. Donc ce qu'on notera une matrice de Tn plus 2R. Donc pour faire ce truc-là, il faut bien connaître son procédé de Gram-Schmidt. En effet, le procédé de Gram-Schmidt nous assure l'existence d'une base orthonormée, E1, En, que l'on construit en appliquant pour tout i appartenant à n, l'algorithme qui nous dit que EI, ça va être 1 sur lambda i fois xi moins cette somme-là, où lambda i, ça va être justement la norme de ce vecteur qui est entre parenthèses, et ça va être strictement positif. Donc du coup, quand on a cette écriture-là, on peut isoler le xi, et on obtient que xi, c'est lambda i EI, plus la somme des produits scalaires avec les EK, pour k avoir un de 1 à i moins 1. Alors remarquez bien que du coup, votre vecteur xi, il va s'exprimer en fonction des EI, mais des EK, mais pour k inférieur ou égal à i. Donc ça veut dire que quand on va écrire la matrice des xi dans la base EI, dans la colonne i, on va avoir des coefficients uniquement au-dessus de la diagonale, parce que seules les coordonnées correspondantes au vecteur E1 jusqu'à EI sont non nulles, les autres sont nulles, donc en dessous de la diagonale, on aura bien des zéros. En plus, on voit que le coefficient diagonal donc, sera le nombre de EI, c'est donc lambda i, et ce lambda i c'est 1 sur une norme, qui est non nulle, sinon ça n'existerait pas, et donc c'est strictement positif, parce qu'une norme est toujours positive. Donc du coup, on a bien la matrice de x1, xn dans cette base-là, qui a le bon format. Donc ensuite, on considère une matrice de GLN2R, et on la voit comme une matrice de changement de base, de la base canonique de Rn, à une base C de Rn. Alors cette base C de Rn, c'est quoi? C'est la base formée par ces vecteurs colonnes. Donc A, ça va être la matrice d'un base canonique de C. Alors quand je dis que c'est la base formée de ces vecteurs colonnes, c'est avec l'identification habituelle entre Mn1 de R et Rn, donc les matrices colonnes et les vecteurs de Rn. Alors cette base-là, dans la suite, je vais l'appeler la famille C, je vais l'appeler C1, X1, X2, Xn. Et dans Rn, je vais considérer la base canonique. Et la base canonique, elle est orthonormée pour le produit scalaire usuel. Donc j'ai une famille orthonormée. Et je sais qu'il y a une autre base orthonormée qui va apparaître, celle qu'on a formée dans la première question. Donc on sait d'après la première question qu'il existe une autre base orthonormée, peut-être une autre base orthonormée de Rn, telle que la matrice dans B de x1, x2, xn, soit une matrice qu'on va appeler R, mais en tout cas qu'elle soit dans Tn plus 2R. Donc ici, quand on regarde bien la situation, on a A qui est la matrice de C dans la base canonique, R qui est la matrice de x1, x2, xn, donc on a dit que c'était la famille C, dans la base canonique, dans la base B, pardon. Donc finalement, entre les deux matrices, il y a une relation qu'on peut trouver à l'aide des matrices de changement de base. Et on voit que si on multiplie R à gauche par cette matrice de changement de base, on va tomber sur A. Donc on a, en notant Q, cette matrice de changement de base, A égale Q fois R. Et en plus, Q, c'est une matrice de changement de base d'une base orthonormée, qui est la base B, à la base canonique, qui elle aussi est orthonormée. Donc c'est une matrice de changement de base entre deux bases orthonormées. Et du coup, cette matrice-là est bien orthogonale, parce qu'on sait qu'une matrice orthogonale, c'est en particulier une matrice de changement de base orthonormée. Donc a priori, ici, tout va bien. On a répondu à la question. Maintenant, on vous demande de coder en Python le procédé de Gram-Schmidt dans Rn. Donc là, on va coder en Python. Donc on va prendre des tableaux NumPy, on va importer la fonction racine qui nous servira pour le calcul de la norme. Et pour faire un produit scalaire, un produit scalaire c'est quoi? C'est la somme des xi, yi. Donc en fait, on vous demande ici de coder une somme. Donc je prends en entrée deux vecteurs ou deux listes, à la limite ça marchera pour les deux, qui ont a priori la même longueur. Donc je récupère n qui est la longueur d'un des deux vecteurs en me disant que ça va être la même pour l'autre. Sinon, bien sûr, on ne calcule pas le produit scalaire, mais le produit scalaire n'a pas de sens dans ce cas-là.
Et je définis, je code mes quelques lignes pour le calcul de la somme. Donc ma somme au départ vaut 0. Et j'ajoute tous les xk fois yk pour k variant de 0 à n-1. Et à la fin, dans ma valeur s, il y a la valeur de la somme, je la renvoie. Donc après, je vais définir aussi une fonction norme qui m'évitera d'utiliser racine de scale xx. Donc ma fonction norme, c'est tout justement racine de scale xx. Ensuite, je vais définir ma fonction Gram-Schmidt à proprement parler. Donc pour coder cette fonction de Gram-Schmidt, j'ai considéré que les vecteurs étaient rentrés directement dans une matrice et que les vecteurs se lisaient en colonnes de la matrice. Donc la première colonne, ce sera le premier vecteur, la deuxième colonne, le deuxième vecteur, etc. Attention, une matrice, habituellement, par exemple, quand on la rentre ici, on les rentre en ligne, mais on lira bien les vecteurs en colonne. Donc on regardera chaque colonne. Par exemple, le premier vecteur ici serait 1, 1, 0, 0. Bon, en tout cas, ils sont rentrés en colonne. Et donc, je vais récupérer mon nombre de vecteurs. Donc, pour récupérer mon nombre de vecteurs, finalement, c'est le nombre de colonnes. Donc, P, ça va être la longueur de M crochet 0. N, ça va être le nombre de lignes de M, c'est-à-dire la dimension de l'espace. A priori, ici, on va l'utiliser avec des matrices carrées, mais bon, sait-on jamais, on pourrait le faire autrement. Parce que le procédé de Gram-Schmidt ne demande pas à ce qu'on ait une base au départ, mais uniquement une famille libre. Et on obtient une base de l'espace vectoriel engendré par cette famille, d'ailleurs, pas de l'espace vectoriel entier. Et donc, du coup, ici, donc, je prends la longueur de M, c'est-à-dire le nombre de lignes, et le nombre de lignes, ça représente le nombre de vecteurs dans la base considérée. Et comme c'est une base, c'est aussi la dimension de l'espace. Et je forme ma matrice Q, donc qui sera la matrice dans laquelle je vais stocker les résultats, en mettant au départ que des zéros. Alors comment est-ce que je vais remplir cette matrice? Je vais la remplir colonne par colonne. Et donc je récupère d'abord mon premier vecteur de ma famille de départ, donc en récupérant tous les vecteurs, enfin ma première colonne, donc remarquez l'utilisation du slicing ici. Je prends tous les éléments de M qui ont comme deuxième coordonnée 0, donc les éléments de la première colonne. Et pour remplir Q, j'utilise à nouveau du slicing en disant que la première colonne de Q va prendre la valeur 1 sur la norme de x fois x, où x qui est le premier vecteur de ma famille. Donc j'applique bien le procédé de Gram-Schmidt. Après, pour faire Gram-Schmidt, je dois calculer, je dois enlever à x la somme de tous les produits scalaires de x avec les vecteurs précédemment calculés de la nouvelle base. Donc je prends mon vecteur correspondant à la im colonne de m. Je prends une deuxième fois ce vecteur-là pour le stocker ailleurs. Et pour tout cas variant de 0 à i-1, je vais enlever à x le produit scalaire de mon vecteur avec les vecteurs de la base orthonormée déjà calculés. Donc on applique finalement le procédé de Gram-Schmidt, donc on va enlever tous les produits scalaires fois le km vecteur de la nouvelle base. Et c'est pour ça que j'ai pris un y ici, de manière à ne pas modifier ce x au fur et à mesure. Si j'avais mis un x là, le problème aurait été que j'aurais modifié mon x au fur et à mesure, et donc j'aurais pas appliqué à la lettre Gram-Schmidt. Attention, ça ne change rien, parce que le vecteur x que je modifie, en fait, je lui ajoute un multiple des vecteurs qu'on appelle souvent EK, mais comme les vecteurs EK sont orthogonaux entre eux, je ne change rien au calcul des autres produits scalaires. Donc en fait, ça marcherait quand même. Donc, une fois que j'ai calculé x moins cette somme-là, je le normalise, donc je le divise par sa norme, et je mets ce nouveau vecteur en colonne i de ma matrice résultat. Une fois que j'ai fini, je renvoie la matrice Q qui contient la famille orthonormée en colonne. Dans chaque colonne, on trouve la famille. Donc après, on nous demandait de tester sur des exemples simples. Donc vous remarquez que le premier test que j'ai fait, c'est avec un exemple très très simple. J'ai pris la base canonique en fait, c'est la matrice identité, donc qui correspond à la base canonique. Et j'applique Gram-Schmidt à ça, donc j'obtiens à nouveau la base canonique, mais ce qui est rassurant, parce que quand on a une base orthonormée, normalement elle n'est pas modifiée. Le deuxième test que je fais, c'est avec les deux premiers vecteurs de la base canonique. Donc j'ai une matrice qui s'écrit avec 1, 0, 0, 0, 1, 0, et j'ai juste un 1 là dans la dernière colonne, ici. Et donc quand je vais appliquer Gram-Schmidt, donc les deux premiers vecteurs seront inchangés, et le troisième, je vais lui enlever le produit scalaire de lui-même avec le deuxième, fois le deuxième, donc je vais lui enlever 0, 1, 0. Donc je vais retomber sur ce vecteur-là, 0, 0, 1, qui est normé, donc tout va bien. Enfin, le dernier test que j'ai fait, c'est avec une famille qui est un peu plus compliquée. Donc c'est la famille, le premier vecteur colonne c'est 1, 1, 0, le deuxième c'est 0, 1, 0, le troisième c'est 0, 1, 1. Et on voit que le premier vecteur, on va le normaliser. Donc comme c'est 1, 1, 0, sa norme, ça va être racine de 2, donc on va diviser par racine de 2. Et on obtient bien ce vecteur-là. Et puis après, on va faire les calculs à main pour le deuxième et pour le troisième, mais vous allez voir que ça marche très bien. On obtient ces vecteurs-là.
et a priori l'algorithme marche bien. Bon, ensuite on vous demandait de vous intéresser à un algorithme qui donnerait justement directement, non pas, enfin qui donnerait tout, la matrice Q et la matrice R. Donc il faut bien être conscient que ce qu'on a fait ici, quand on a appliqué notre algorithme ici, on a renvoyé quoi? On a renvoyé la matrice de la nouvelle famille orthonormée B dans la base canonique en fait. Donc ce qu'on a renvoyé ici, quand on reprend les écritures qu'on avait dans l'exercice, on a renvoyé la matrice de B dans la base canonique, donc en fait on renvoie directement la matrice Q. D'où l'intérêt d'avoir vu comme ça, avec des matrices colonnes directement, enfin en colonne, ça me permettait d'éviter d'avoir à faire du travail supplémentaire pour obtenir la matrice Q. Donc une fois que j'ai obtenu la matrice Q, il ne me reste plus qu'à obtenir la matrice R, mais ça va aller relativement bien, parce qu'on a A égale QR, et donc du coup R, ça va être Q-1 fois A, parce que Q est inversible parce que c'est une matrice orthogonale, et Q-1 c'est la transposée de Q. Donc on écrit tout simplement, on va récupérer Q qui est Gram-Schmidt appliqué à A, et R, on transpose Q, on multiplie par A, et on obtient notre décomposition QR. Bon, enfin, on vous demandait de démontrer, vous intéresser à l'intersection entre ON de R et TN plus de R, puis en déduire l'unicité de la décomposition QR. Donc pour ça, on va le faire à la main. On va prendre une matrice qui est à la fois dans ON de R et dans Tn plus de R. Donc j'ai appelé T égale TIJ. Je vais noter C1, Cn les colonnes de T. Alors, T appartient à ON de R. Donc une des caractérisations des matrices orthogonales, c'est de dire que la famille de ces colonnes est orthonormée pour le produit scalaire canonique sur Mn1 de R. Donc du coup, en particulier, la norme de la première colonne au carré est égale à 1, ce qui veut dire que la somme des TI1 au carré est égale à 1. Mais on sait aussi que T est une matrice triangulaire supérieure. Donc dans la première colonne de T, il n'y a pas beaucoup de coefficients non nuls. En fait, il n'y a que le coefficient diagonal qui sera non nul. Et en fait, du coup, cette somme des TI1 au carré qui vaut 1, ça me dit que T11 au carré égale 1. Et donc T11 égale plus ou moins 1. Mais comme on a une matrice de Tn plus de R, ces coefficients diagonaux sont positifs, donc en fait on obtient que T11 égale 1. Et donc tous les coefficients en dessous de la diagonale sont nuls. Pareil, quand on continue avec la colonne 2, on va maintenant regarder la première ligne de la matrice T. Et qu'est-ce qu'on a sur la première ligne de la matrice T? On a Cj scalaire C1. Pourquoi? Parce que c'est une famille orthonormée. Et ce produit scalaire-là va faire 0. Oui. Donc parce que la famille est orthogonale. Et donc du coup, on obtient que la première ligne est nulle. Après, on continue. La colonne 2, elle a une norme 1. Donc la somme des TI2 au carré est égale à 1. Mais en dessous de la diagonale, ça vaut 0. Au-dessus de la diagonale, on vient de démontrer le coefficient sur la première ligne correspondant vaut 0. Donc il ne me reste plus que T de 2 au carré qui fait 1. Et comme la diagonale est positive, on obtient T de 2 égale 1. Après, on fait le produit scalaire avec les autres colonnes. Et on obtient du coup que ça fait 0 aussi. Donc là, il y a une faute de frappe ici. Et puis on continue. Après, on va considérer la troisième colonne. En dessous, c'est nul. En dessus, c'est nul, on l'a démontré. Donc le coefficient sur la diagonale vaut 1. Et puis après, on finit la troisième ligne, ce qui va faire 0 de partout. Etc., etc. Et vous voyez qu'en itérant le procédé, on obtient finalement que notre matrice T, ça va être la matrice identité. Donc si T appartient à ON de R inter Tn plus de R, T c'est la matrice identité, et réciproquement, la matrice identité est bien une matrice de ON de R et de Tn plus de R. Donc l'intersection, c'est singleton IN. Donc maintenant, on vous dit d'en déduire l'unicité de la décomposition QR. Donc supposons qu'il y en a deux. Donc on a A qui s'écrit Q1 R1 et Q2 R2. Mais les matrices R1, Q2, R2, Q1 aussi d'ailleurs sont inversibles. Pourquoi? Parce que les matrices R sont triangulaires supérieures avec des quotients diagonaux strictement positifs. Les matrices Q sont des matrices orthogonales. Donc tout le monde est inversible ici. Et donc je vais multiplier à droite par R-1 et à gauche par Q2-1. Et j'obtiens cette relation-là. Mais cette matrice-là, va être une matrice de ON de R. Parce que ON de R est stable par produit et par inverse. Cette matrice-là, ça va être dans Tn plus de R parce que Tn plus de R est stable par produit et par inverse. Et donc du coup, ici, j'ai une égalité entre deux matrices, une dans ON de R, une dans Tn plus de R.
Mais ce qui fait que cette matrice-là, elle est à la fois orthogonale et dans Tn plus 2R, donc c'est la matrice d'identité. Donc j'obtiens Q2-1, Q1 égale identité, donc Q1 égale Q2, R2, R1-1 égale identité, donc R2 égale R1, et donc j'ai bien l'unicité voulue de la décomposition QR.